La plupart des gens vivent enchaînés à une illusion, croire que leur valeur dépend de ce que les autres pensent, de ce qu'ils possèdent ou de qui décide de rester. C'est le piège qui te rend faible, car tant que ta paix dépend de l'extérieur, elle sera toujours en danger. L'autosuffisance émotionnelle et mentale n'est pas un luxe ni une mode, c'est une nécessité pour celui qui veut marcher libre. Et non, il ne s'agit pas de t'isoler du monde ou de devenir froid, il s'agit de cesser d'être un esclave de ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme le rend clair. Rien ni personne ne devrait avoir le pouvoir de te démolir si ta force vient de l'intérieur. Parce que lorsque tu construis sur des fondations internes, les tempêtes ne font que secouer la surface, mais elles ne détruisent pas le noyau. Le problème est que l'on nous a appris à chercher la sécurité dans les mains des autres, à mesurer notre valeur par les applaudissements, à craindre la solitude comme si c'était une punition. Et ainsi, chaque fois qu'il manque quelque chose ou quelqu'un, nous avons l'impression qu'on nous arrache un morceau de vie. Ceci n'est pas une invitation à te contenter de ce que tu as, c'est un appel à reprendre le contrôle, à entraîner ton esprit pour ne pas mendier de validation, à reconnaître que l'abondance réelle n'est pas d'accumuler, mais de lâcher la peur et l'attachement qui te retiennent. Parce que lorsque ta paix est construite en toi, il n'y a aucune perte qui puisse te briser. 1. Marche sans demander la permission aux yeux des autres. Il y a des gens qui marchent comme s'ils traînaient une chaîne invisible, une chaîne faite de regards étrangers, d'opinions empruntées et de jugements qu'ils n'ont jamais demandés, mais qu'ils ont appris à porter. C'est comme vivre dans une rue étroite où chaque pas nécessite l'approbation de ceux qui observent depuis les fenêtres. Et dans cette prison invisible, on oublie que les pieds sont à nous et que le chemin l'est aussi. Marcher sans demander la permission n'est pas de l'arrogance, c'est récupérer le droit d'être. Cela signifie décider que votre route ne va pas s'arrêter parce que quelqu'un a froncé les sourcils ou tordu la bouche. Si vous vivez en fonction de chaque geste, vous devenez l'otage des interprétations. Et le problème avec cela est qu'il n'y a jamais assez d'approbation pour combler un vide intérieur. Vous pouvez tout faire bien. Et pourtant, quelqu'un trouvera une raison de vous critiquer. Et si votre paix dépend de l'évitement des critiques, votre vie sera une négociation constante avec vos rêves. Du point de vue stoïcien, la valeur réside dans la marche ferme, peu importe si les autres comprennent ou approuvent. Marc Aurèle ne consultait pas le peuple pour chaque décision, car il savait que son guide était la raison et la vertu, pas la popularité. Et vous devez comprendre la même chose. Votre chemin ne se définit pas par les applaudissements, mais par la cohérence avec vos principes. La peur de décevoir les autres est une prison mentale qui se nourrit de l'insécurité. Pour la briser, vous devez vous entraîner à agir même si vous ne recevez pas le soutien que vous attendez. Faites-le consciemment. Chaque fois que vous hésitez à avancer par peur de ce qu'ils diront, demandez-vous si cette voix extérieure aura un poids réel dans votre vie dans 10 ans. La plupart du temps, la réponse sera non. Marcher sans demander la permission implique également de cesser de vous justifier pour chaque décision. Vous ne devez pas d'explication à tout le monde. Expliquer trop est une façon déguisée de demander l'approbation. Un stoïcien ne cherche pas à convaincre, il cherche à vivre en cohérence. L'exemple pèse plus que tout argument. Il y aura ceux qui essaieront de vous arrêter avec des mots déguisés en conseils. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu changes trop. Ce n'est pas ce que je ferais. Et c'est bien qu'ils le disent. Ce n'est pas votre obligation qu'ils comprennent, et ce n'est pas non plus votre mission de les convaincre. Ils parlent de leur vision du monde. Vous agissez à partir de la vôtre. La véritable liberté commence lorsque vous pouvez vous tenir sur vos décisions, même si le silence devient lourd et les regards sont froids. Marcher sans demander la permission, c'est se rappeler que vous n'êtes pas dans cette vie pour plaire à un scénario étranger, mais pour écrire le vôtre. C'est accepter que certains s'éloignent parce que vous ne correspondez plus à la version de vous qui leur était confortable. Et c'est un signe que vous allez dans la bonne direction. L'autosuffisance émotionnelle se forge pas à pas, mais ces pas doivent être les vôtres.
Peu importe si le chemin est incertain ou si la route n'a pas de carte, l'important est qu'il ne soit pas dicté par la peur de ce qu'ils diront. Parce qu'à la fin, la seule chose pire que de se tromper en suivant votre cœur est de réussir en suivant la voie d'un autre. 2. Entraîne ton esprit à danser avec ce que tu ne peux pas changer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut pas arrêter, même si tu cries, même si tu fermes les yeux, même si tu pries pour qu'elles se terminent. La vie, parfois, c'est comme être au milieu d'une piste de danse où tu ne choisis pas la musique, et il y a des chansons que tu n'aimes pas, des rythmes qui te dérangent, des pas que tu ne connais pas. Tu peux rester paralysé, te plaindre parce que ce n'est pas la mélodie que tu voulais, ou tu peux apprendre à bouger avec elle, à couler sans perdre le contrôle de tes propres pieds. Danser avec ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas abandonner. Cela signifie accepter qu'il y a des batailles qui se livrent dans l'esprit, pas avec la force brute. Le stoïcisme enseigne que ce qui échappe à notre contrôle ne devrait pas nous priver de notre paix. Cependant, la plupart des gens gaspillent de l'énergie à lutter contre des réalités immuables, croyant que s'ils résistent assez longtemps, tout s'adaptera à leurs désirs. Cette érosion émotionnelle est ce qui te laisse sans force pour les choses que tu peux transformer. Quand tu t'accroches à changer l'inchangeable, ta vie devient une corde que tu tires sans relâche, tandis que de l'autre côté, personne ne répond. Ce n'est pas du courage, c'est de l'entêtement. La véritable force réside dans le fait de lâcher la corde et de décider où placer ton attention. Il ne s'agit pas de résignation, mais de stratégie. Accepter ce que tu ne peux pas changer te libère pour investir ton énergie dans ce qui a une solution. Entraîner l'esprit à cette forme d'acceptation nécessite une discipline quotidienne. Il ne suffit pas de te dire « j'accepte », alors qu'au fond de toi, tu continues à résister. Tu dois observer la situation, reconnaître que tu n'as pas de contrôle sur elle et ensuite choisir une réponse qui ne te consume pas. Par exemple, si quelqu'un décide de quitter ta vie, tu ne peux pas le forcer à rester. Tu peux t'épuiser à chercher des explications ou tu peux utiliser cette énergie pour te renforcer et avancer. Les stoïciens le comprenaient comme une loi naturelle. Il y a une limite claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Franchir cette limite est une invitation à la frustration. Épictète disait que celui qui cherche à contrôler ce qui n'est pas à lui souffre inévitablement. Et il n'avait pas tort. La souffrance inutile naît de la résistance à accepter l'inévitable. Danser avec ce que tu ne peux pas changer est aussi une question de fierté bien comprise. Cela signifie que tu ne vas pas te rabaisser à lutter contre le vent, parce que tu sais que cela n'a pas de sens. Tu gardes ta force pour quand elle compte vraiment. Et cela s'applique à tout, dans les relations, dans les affaires, dans les décisions de vie. Tout n'a pas besoin de ton intervention. Parfois, l'acte le plus puissant est de rester immobile et de laisser la tempête passer sans t'emporter. Cet entraînement mental n'est pas facile, car il exige que tu contrôles l'impulsion de réagir immédiatement. L'ego veut se battre, veut gagner, veut prouver qu'il a raison. Mais un guerrier de l'esprit sait que gagner n'est pas toujours vaincre l'autre. Parfois, c'est ne pas permettre à l'autre de t'entraîner dans son chaos. Quand tu apprends à danser avec ce que tu ne peux pas changer, tu commences à marcher plus légèrement. Le fardeau des attentes impossibles disparaît et tu découvres que la vie n'a pas besoin d'obéir à ton scénario pour être précieuse. Tu ne choisis pas la chanson, mais tu choisis comment la danser. Et ça, à la fin, c'est le vrai pouvoir. 3. Transforme ta solitude en le temple où naît ton pouvoir. La solitude est comme une pièce silencieuse que beaucoup craignent d'ouvrir, parce qu'ils pensent qu'ils ne trouveront à l'intérieur que du vide. Mais celui qui ose entrer découvre que ce silence peut être l'endroit le plus fertile pour construire sa force. Ce n'est pas une punition, c'est un temple. Et comme tout temple, sa valeur ne réside pas dans les murs, mais dans ce que tu décides de faire à l'intérieur. La plupart des gens fuient la solitude parce qu'ils ne savent pas être avec leurs propres pensées. Ils s'entourent de bruit,
de distractions, de conversations sans sens, parce qu'ils croient que si l'esprit reste immobile, les peurs grandiront. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces peurs sont déjà là, et que la solitude ne les crée pas, elle ne fait que les révéler. Le problème est que la plupart préfèrent les ignorer plutôt que de les affronter. Le stoïcisme enseigne que l'autosuffisance émotionnelle commence lorsque tu peux te tenir seul, sans dépendre des autres pour te sentir complet. Cela ne signifie pas que tu n'as jamais besoin de personne, mais que tu ne bases pas ta stabilité sur la présence ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Marc Aurèle a gouverné un empire entouré de gens, mais il comprenait qu'au fond, son jugement et sa sérénité ne dépendaient que de lui. C'est l'essence. Ton centre n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Transformer la solitude en un temple implique de changer la narration. Ce n'est pas « on m'a laissé seul », c'est « on m'a donné un espace pour me connaître ». C'est comprendre que dans ce silence, tu peux entendre ta propre voix sans qu'elle se mélange aux attentes des autres. C'est là que tu peux te demander qui tu es vraiment et ce que tu veux construire, sans filtre ni masque. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Tu dois travailler pour que cet espace ne devienne pas une cellule, mais un lieu sacré. Remplis-le de habitudes qui te renforcent. Lire, écrire, méditer, entraîner ton corps, réfléchir à tes actions. Chaque acte est comme allumer une bougie dans ce temple, éclairant des parties de toi qui étaient auparavant dans l'ombre. Au début, cela peut être inconfortable. Tu te rendras compte combien de fois tu cherchais de la compagnie juste pour éviter de penser. Tu ressentiras l'impulsion de remplir chaque moment avec des distractions. C'est là que tu dois résister. L'inconfort initial est la preuve que tu laisses mourir la dépendance émotionnelle. La solitude bien utilisée ne t'isole pas, elle te prépare à mieux te connecter avec les autres, parce que tu arrives d'un lieu de plénitude et non de besoin. L'autosuffisance mentale et émotionnelle fleurit lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, lorsque tu peux t'asseoir en silence et sentir que rien ne manque. Lorsque tes décisions ne sont pas basées sur la peur d'être seul, mais sur ce qui est vraiment bon pour toi. C'est la liberté qui effraie ceux qui n'ont pas fait ce travail, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui se contrôle déjà lui-même. Le temple de la solitude est aussi l'endroit où tu forges ta voix intérieure, cette voix qui te guide même lorsque le monde entier essaie de te confondre. Et une fois que tu l'as renforcée, personne ne peut te la prendre. Parce que ce qui est construit en solitude se maintient même au milieu de la foule. 4. Brise les liens invisibles qui t'enchaînent à ce qui n'est pas à toi. Certaines chaînes ne se ressentent pas aux poignets ni aux chevilles, mais pèsent plus que le fer. Ce sont des fils invisibles qui s'emmêlent autour de tes décisions, formés par les attentes des autres, les culpabilités héritées et les responsabilités qui ne t'ont jamais appartenu. Tu marches avec elles en croyant qu'elles font partie de toi, jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que tu as vécu plus pour les autres que pour toi-même. Il est facile de tomber dans le piège de porter ce qui n'est pas à toi. Un commentaire qui te force à prouver quelque chose, une obligation que tu acceptes par peur de décevoir, un rôle que tu joues parce que tout le monde s'attend à ce que tu le fasses. Mais la vie ne te demande pas d'être un acteur dans le scénario de quelqu'un d'autre, elle te demande d'écrire le tien. Et pour cela, tu dois couper ces fils, même si cela fait mal. Le stoïcisme enseigne que ton énergie doit se concentrer uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. Cependant, beaucoup de personnes la gaspillent en essayant de répondre à des normes qu'elles n'ont même pas choisies. Elles pensent qu'elles sont responsables, mais en réalité, elles abandonnent leur liberté. Parce que chaque fois que tu acceptes un fardeau étranger comme si c'était le tien, tu t'éloignes un pas de plus de ton propre but. Rompre ces liens nécessite du courage, car ils ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils sont déguisés en amour, en loyauté ou en engagement. Un ami qui s'attend à ce que tu sois toujours disponible. Une famille qui insiste pour que tu suives un chemin que tu ne veux pas. Un partenaire qui conditionne son affection à la réalisation de certaines attentes. Ce sont des chaînes qui semblent douces au début, mais qui finissent par t'étouffer avec le temps.
Pour te libérer, tu dois apprendre à identifier ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Demande-toi, est-ce que ce que je fais vient de mon choix ou de la pression? Cette responsabilité me renforce-t-elle ou m'épuise-t-elle? Si la réponse est que tu le fais seulement pour éviter le conflit ou la culpabilité, cela n'est probablement pas à toi. Et tout ce qui n'est pas à toi, si tu le tiens trop longtemps, finit par te briser. Il ne s'agit pas d'abandonner les personnes que tu aimes ou de devenir insensible. Il s'agit de mettre des limites claires, car sans elles, tu finis par perdre ton identité. Un stoïcien ne vit pas pour satisfaire les caprices des autres, il vit pour honorer la vertu et la raison. Et cela inclut de dire non lorsque le coup d'un oui est à paix. L'acte de couper un lien invisible est inconfortable. Ceux qui bénéficiaient de ton fardeau protesteront, te traiteront d'égoïste, essaieront de te faire sentir coupable. C'est une partie du processus. L'important est de se rappeler que ta vie ne peut pas se soutenir sur un sacrifice permanent que tu n'as pas choisi. L'amour et le respect véritable n'ont pas besoin de chaînes pour exister. Quand tu lâches ce qui n'est pas à toi, tu récupères de l'espace mental et émotionnel pour ce qui compte vraiment. Tes pas deviennent plus fermes parce que tu ne traînes plus de poids mort. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être partout, ni de répondre à toutes les attentes pour être précieux. Et cela, plus que la libération, est une renaissance. Les chaînes invisibles sont dangereuses parce que tu ne les vois pas jusqu'à ce que tu commences à remettre en question ta façon de vivre. Une fois que tu les détectes, tu as deux options. Continuer à les traîner ou les couper à la racine. Si tu choisis la deuxième option, tu comprendras que la véritable force ne réside pas dans le fait de porter plus, mais dans le fait de porter seulement ce qui te revient. Et 5. Fais de ton dialogue interne un discours qui t'élève, pas qui te plonge. Dans ton esprit, il y a une voix qui ne se tait jamais. Parfois, elle est comme un phare qui te guide au milieu de l'obscurité, mais d'autres fois, elle devient un bourreau qui te condamne avant même que tu n'essaies. Cette voix est comme un architecte invisible qui construit ou démolit, et elle le fait à partir de chaque mot que tu lui permets d'utiliser. Si les mots sont des pierres propres et solides, tu construis un refuge. Si ce sont des décombres, tu finiras par vivre sous des ruines. Le dialogue interne est l'endroit où une grande partie de ta vie est décidée. Avant que tu n'agisses, avant que tu ne parles, avant même que tu ne ressentes, cette voix a déjà semé l'interprétation de ce que tu vis. Si ton discours interne est faible, négatif ou plein d'autocritique destructrice, n'importe quel coup externe se ressentira comme un effondrement. Mais s'il est solide, réaliste et encourageant, tu pourras résister même aux tempêtes les plus dures. Le stoïcisme le pose clairement. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous nuisent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et ton opinion naît de ce dialogue silencieux que tu entretiens avec toi-même. Si tu te répètes que tu ne peux pas, que tu échoues toujours, que tu n'es pas suffisant, tu creuses ta propre tombe. Peu importe combien d'opportunités arrivent, ton esprit les rejettera parce que tu l'as déjà convaincu qu'il ne les mérite pas. Changer cette voix n'est pas une question d'auto-tromperie ou de phrases vides devant le miroir. C'est une pratique consciente de remplacer le poison par la nourriture. Quand la voix dit « tu ne peux pas », réponds-lui avec des raisons qui prouvent le contraire. Quand elle te rappelle des erreurs, rappelle-lui les leçons que tu as apprises. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de l'interpréter d'une manière qui te renforce plutôt que de t'affaiblir. Ce travail exige de la vigilance. Tout comme un gardien contrôle qui entre dans une ville, tu dois filtrer les pensées que tu permets de rester. Demande-toi si chaque idée que tu acceptes te rapproche de la personne que tu veux être ou t'en éloigne. Si c'est la deuxième option, elle ne mérite pas de place dans ton esprit. Le problème est que beaucoup croient que cette voix interne est immuable, que ce qu'ils pensent est simplement la vérité. Mais la vérité est que cette voix s'est formée à partir de croyances héritées, d'expériences passées et d'opinions étrangères que tu as absorbées sans questionner. Entraîner ton dialogue interne est aussi un acte de nettoyage mental. Expulser ce qui n'est pas à toi et le remplacer par ce qui te nourrit vraiment.
Imagine que chaque mot que tu te dis est une goutte qui tombe dans un verre. Si ce sont des gouttes de mépris, le verre se remplira de poison et tu le boiras tous les jours. Si ce sont des gouttes de respect, de confiance et de discipline, tu boiras de la force. Tu décides ce que tu bois. Un discours interne qui élève n'est pas naïf, il est stratégique. Il ne te dit pas que tout ira bien sans effort. Il te rappelle que tu peux affronter ce qui vient parce que tu as déjà survécu avant. Il ne te promet pas la facilité, il te rappelle ta capacité. C'est la différence entre la motivation superficielle et la force réelle. Quand ta voix interne devient ton allié, le bruit externe perd de son pouvoir. Les critiques ne te brisent pas, les échecs ne t'enterrent pas et les doutes ne te paralysent pas. Parce que la base de ta confiance n'est pas dans l'approbation des autres, mais dans la conversation constante que tu entretiens avec toi-même. Et si cette conversation est respectueuse et ferme, rien ni personne ne pourra te renverser. 6. Maîtrise la tempête de l'impulsion et réponds comme un maître de ta paix. Une impulsion incontrôlée est comme allumer un feu avec une étincelle dans une forêt sèche. En quelques secondes, ce qui était calme devient chaos. Peu importe si tu essaies ensuite de l'éteindre, les dégâts seront déjà faits. C'est ainsi que sont les réactions impulsives, rapides, intenses et presque toujours coûteuses. Le pire, c'est qu'elles sont souvent perçues comme la seule option, parce que l'émotion pousse et la raison passe au second plan. Maîtriser la tempête de l'impulsion ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à le contenir suffisamment longtemps pour qu'il ne te contrôle pas. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas toujours choisir ce que tu ressens, mais tu peux choisir comment tu agis face à cela. Le problème est que la plupart des gens réagissent comme si chaque stimulus était un ordre direct auquel on ne peut pas dire non. Chaque fois que tu réponds sans réfléchir, tu donnes ton pouvoir à la situation ou à la personne qui l'a provoqué. Et si tu le fais souvent, tu finis par vivre à la merci du monde extérieur, sans espace pour décider selon ton propre critère. C'est pourquoi la véritable force réside dans la création d'un espace entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire. Cet instant, bien qu'il semble petit, est celui où se définit ton caractère. L'esprit entraîné sait attendre. Il ne se laisse pas emporter par la provocation, l'offense ou l'urgence du moment. Parce qu'il comprend que la réaction immédiate est rarement la plus sage. Cela ne signifie pas que tu ignores ce qui se passe. Cela signifie que tu prends le contrôle du rythme, que tu marques le tempo de ta réponse et que tu ne laisses pas les autres le faire. Pour y parvenir, tu as besoin de discipline. Il ne suffit pas de dire « la prochaine fois je me contrôlerai » parce qu'au moment de l'émotion, la promesse est oubliée. Tu dois t'entraîner dans des situations petites, apprendre à te retenir quand le coup est bas, pour que lorsque les vraies tempêtes arrivent, ton calme soit automatique. Cela peut être aussi simple que d'attendre 1 minute avant de répondre à un message qui te dérange, ou de respirer profondément avant de répondre à une provocation. Maîtriser l'impulsion, c'est aussi reconnaître que tout ne mérite pas une réponse. De nombreuses batailles sont gagnées, non pas parce que tu agis, mais parce que tu décides de ne pas le faire. Le silence, bien utilisé, est une arme plus puissante que n'importe quel mot lancé à chaud. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Les stoïciens parlaient de l'importance de la tempérance, cette vertu qui maintient l'équilibre lorsque les émotions veulent prendre le contrôle. Un homme ou une femme qui maîtrise ses impulsions est maître de lui-même, et celui qui est maître de lui-même ne peut pas être manipulé. Au contraire, son calme déconcerte celui qui s'attend à le voir perdre le contrôle. Lorsque tu es capable de répondre comme un maître de ta paix, tu deviens imprévisible pour ceux qui essaient de te perturber. Ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur chaos, ils ne peuvent pas te contrôler avec des provocations. Et cela te place dans une position avantageuse, parce que ton énergie n'est pas gaspillée dans des explosions qui te laissent ensuite vide, mais est conservée pour ce qui compte vraiment. L'impulsion peut être une force destructrice ou un outil puissant, tout dépend de qui la tient entre ses mains.
Si tu la maîtrises, tu peux l'utiliser pour agir rapidement lorsque c'est nécessaire, mais sans que cette rapidité détruise ce que tu as construit. Si elle te domine, chaque réaction sera une fissure de plus dans ta stabilité. Choisis toujours qu'elle soit ton outil, pas ton geôlier. 7. Vis depuis l'abondance qui ne s'achète ni ne se vole. Il y a des richesses qui ne brillent pas à la lumière du soleil, mais qui illuminent plus que l'or. Ce sont celles que personne ne peut te voler parce qu'elles ne sont pas gardées dans une boîte, mais dans ta façon de vivre. La véritable abondance ne se mesure pas à ce que tu as, mais à ce qui ne te manque pas quand tout le matériel disparaît. C'est la certitude que ta valeur ne dépend pas d'un compte bancaire, d'un titre ou d'un applaudissement, mais de la force et de la clarté que tu as cultivées en toi. Le monde actuel te bombarde avec l'idée que tu as besoin de plus pour être heureux. Plus de choses, plus de reconnaissance, plus de validation. Et ainsi, beaucoup de gens courent sans relâche derrière quelque chose qui, même lorsqu'ils l'obtiennent, leur échappe entre les doigts. Le stoïcisme rompt avec cette illusion en nous rappelant que celui qui a besoin de peu est véritablement riche. Non pas parce qu'il ne peut pas avoir plus, mais parce qu'il ne dépend pas de cela pour se sentir comblé. Vivre depuis l'abondance intérieure signifie se réveiller chaque jour en sachant que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, à l'intérieur tu as un terrain fertile pour le calme, la gratitude et la résilience. C'est un état qui se travaille, car l'esprit humain a tendance à se concentrer sur ce qui manque. Mais lorsque tu investis de l'énergie à nourrir ce que tu as déjà, ta discipline, ton caractère, ta santé, tes relations authentiques, tu commences à découvrir que tu possèdes plus que tu ne le pensais. Cette abondance n'est pas passive. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour se sentir riche pendant que tout s'effondre. C'est un engagement actif à cultiver des vertus et des compétences que personne ne peut te prendre. Ta capacité à t'adapter, à penser clairement, à agir avec justice, à garder ton calme sous pression. Ce sont les monnaies de l'âme, et plus tu les accumules, moins tu dépends de l'extérieur. L'erreur commune est de croire que vivre depuis l'abondance intérieure signifie se contenter de moins. En réalité, cela signifie profiter de ce que tu as tout en travaillant pour ce que tu veux, sans laisser le manque momentané voler ta paix. Car la pénurie la plus dangereuse n'est pas celle des ressources, mais celle de la perspective. Quand tu vis depuis l'abondance qui ne s'achète ni ne se vole, tu arrêtes de concourir pour l'attention. Tu arrêtes de mesurer ta vie avec la règle des autres. Tu arrêtes de te comparer à celui qui a un chemin différent. Tu te libères de l'urgence d'accumuler pour impressionner, et cela te donne une liberté que très peu connaissent. Les stoïciens comprenaient que la vraie richesse est celle que tu peux emporter avec toi-même dans la pire des tempêtes. Si ton bonheur est ancré à un objet, un statut ou une personne, alors il n'est pas à toi. C'est un prêt. Et un prêt peut être retiré à tout moment. Mais s'il est ancré à ton caractère, à ta vertu et à ta vision de la vie, alors rien ni personne ne peut te l'enlever. L'abondance intérieure ne se montre pas, elle se vit. On la remarque dans la sérénité avec laquelle tu affrontes les problèmes, dans la gratitude avec laquelle tu reçois le bien et dans la dignité avec laquelle tu acceptes ce que tu ne peux pas changer. Et une fois que tu l'as expérimenté, tu ne retombes plus dans le piège de croire que tu es pauvre parce que tu n'as pas ce que les autres ont. 8. Célèbre ce que tu es et remercie chaque bataille qui t'a rendu plus fort. Les cicatrices ne sont pas toujours visibles, mais elles parlent plus fort que n'importe quelle médaille. Ce sont des marques du chemin, des preuves que tu as survécu à des jours où tu pensais ne pas pouvoir continuer. Chaque bataille, même celle que tu n'as pas gagnée, t'a laissé quelque chose. Une leçon, une résistance, une clarté que tu n'avais pas auparavant. Célébrer ce que tu es ne signifie pas ignorer tes échecs, mais reconnaître qu'ils t'ont aussi construit. Le problème est que la plupart des gens regardent en arrière avec honte ou regret, comme si leur valeur résidait dans le fait d'avoir vécu sans erreur. Mais la perfection ne forge pas le caractère, les difficultés le font. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas un ennemi.
mais un maître sévère qui te forme pour être plus fort, plus conscient et plus maître de toi-même. Lorsque tu adoptes cette vision, tu cesses de voir tes blessures comme des défauts et tu commences à les voir comme des trophées de guerre. Te célébrer n'est pas tomber dans l'ego, c'est reconnaître honnêtement ce que tu as surmonté. Pense à combien de fois tu as été au bord de l'effondrement et pourtant tu as trouvé un moyen de continuer. Pense aux jours où tu étais seul et pourtant tu as réussi à te relever. Ces moments sont la base de ta force et si tu ne les remercies pas, tu risques d'oublier de quoi tu es fait. La gratitude envers les batailles passées est une arme puissante contre la victimisation. Lorsque tu remercies même ce qui a fait mal, tu reprends le contrôle de ton histoire. Tu dis « Je n'ai pas choisi tout ce que j'ai vécu, mais je choisis le sens que je lui donne. » Et ce sens est ce qui transforme les blessures en force. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de lui donner un sens qui te stimule. La douleur sans but est de la souffrance, mais la douleur avec apprentissage devient du pouvoir. Chaque fois que la vie t'a mis à l'épreuve, elle t'a aussi donné l'opportunité de décider si tu sortirais brisé ou forgé. Et si tu es ici, en train de lire ceci, c'est parce qu'à plus d'une occasion, tu as choisi la deuxième option. Les stoïciens pratiquaient ce type de gratitude comme un exercice quotidien. Ils réfléchissaient sur ce qu'ils avaient affronté et reconnaissaient comment chaque défi avait poli leur caractère. Ils n'attendaient pas que la vie soit facile. Au contraire, ils se préparaient à remercier même ce qui était difficile, parce qu'ils savaient que sans cela, ils ne pourraient pas être qui ils étaient. Te célébrer implique aussi de cesser de te comparer à des versions idéalisées de toi-même ou à ce que d'autres ont accompli. Ton chemin est unique et tes batailles ont été les tiennes. Peu importe si quelqu'un d'autre pense que ce ne sont pas de grandes victoires. Ce qui compte, c'est que tu sais ce qu'elles ont coûté pour les gagner. Et cette reconnaissance interne est la base d'une estime de soi solide. Lorsque tu remercies chaque bataille, tu commences à vivre avec moins de peur de celles à venir. Tu n'as plus peur de l'idée d'échouer ou de tomber, parce que tu sais que même cela peut devenir une marche. C'est la mentalité de celui qui comprend que la vie ne se gagne pas en évitant les coups, mais en apprenant à se relever à chaque fois. La célébration de ce que tu es n'a pas besoin d'applaudissements externes. C'est un dialogue interne dans lequel tu reconnais ta valeur sans que personne ne te la confirme. Et lorsque tu vis à partir de cet endroit, aucune critique ne peut te détruire et aucun éloge ne peut t'éblouir trop. Parce que tu sais que ce que tu es, tu l'as construit toi-même, bataille après bataille. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Un guerrier ne se mesure pas sur le champ de bataille, mais dans les aubes, où personne ne le voit, quand le monde dort et qu'il continue à s'entraîner. C'est la différence entre celui qui parle de ce qu'il fera et celui qui le fait. La discipline est cet entraînement invisible, le tranchant qui se forge en silence jusqu'au moment de l'utiliser. Et ici, tu dois décider si tu restes ou si tu pars, parce que ce que je vais dire n'est pas confortable. Si tu cherches des excuses, ce n'est pas ta place. Si tu veux des résultats sans payer le prix, non plus. Mais si tu es prêt à affronter ce que tu es pour devenir ce que tu peux être, alors continue à écouter. La discipline n'est pas une chaîne qui t'enferme, c'est la clé qui ouvre la vie que tu veux. C'est te dire à toi-même que tu ne vas pas trahir ton but pour la tentation d'un moment facile. C'est l'engagement de rester ferme quand personne ne t'applaudit, de continuer à avancer même quand ton esprit supplie de capituler. Et oui, ça va faire mal, mais c'est une douleur qui polit, qui construit, qui te rend indestructible. Dans la vie stoïcienne, la discipline est le noyau. Tu n'attends pas que le monde change pour s'adapter à toi. Tu te façonnes pour l'affronter tel qu'il vient. Tu ne cherches pas le confort, tu cherches la force. Tu ne te protèges pas avec la motivation, tu te blindes avec des habitudes. Parce qu'au final,
Il ne s'agit pas que la vie soit juste, mais que tu sois assez fort pour ne pas te briser quand elle ne l'est pas. Si tu décides de rester, nous allons entrer dans 8 leçons stoïciennes qui ne sont pas théoriques, mais de la pratique pure, pour que la discipline cesse d'être un mot et devienne ton mode de vie. Ici, tu ne vas pas entendre des promesses, tu vas trouver des principes qui, si tu les appliques, te rendront impossibles à renverser. 1. Commence là où ton esprit veut t'abandonner. Marcher au bord d'un précipice ne signifie pas toujours danger. Parfois, c'est l'endroit exact où tu découvres ton véritable équilibre. Ce bord est le moment où ton esprit veut t'abandonner, quand la voix intérieure commence à négocier avec toi pour que tu ralentisses, pour que tu laisses les choses pour demain, pour que tu te contentes de ce que tu as déjà. C'est un terrain étroit, inconfortable et sans garde-corps, mais c'est là que se forge la discipline. Parce que le point où tu veux t'arrêter est, en réalité, le seuil où commence ta véritable croissance. La plupart reculent, cherchant un terrain plat, mais le stoïcien fait un pas de plus, conscient que ce pas supplémentaire est celui qui sépare ceux qui parlent de ceux qui agissent. Commencer là où ton esprit veut t'abandonner n'est pas un exploit réservé à quelques élus. C'est une décision qui se travaille. Chaque fois que tu atteins cette limite et que tu choisis d'avancer, tu enseignes à ton esprit que la fatigue ne commande pas, que les doutes ne décident pas, et que la peur n'a pas le dernier mot. Le stoïcisme le comprend bien. L'esprit est un terrain à conquérir avant tout autre. Si tu ne peux pas te maîtriser dans les moments où tout ton être te demande d'arrêter, tu ne pourras rien maîtriser d'autre dans ta vie. Cet instant de résistance est comme frapper du fer rouge. La chaleur est inconfortable, mais c'est le seul moment où tu peux façonner l'acier. Beaucoup croient que la discipline n'est que force de volonté, mais c'est là que la plupart se trompent. Il ne s'agit pas d'attendre de se sentir motivé, il s'agit d'agir même si tout en toi cherche des excuses. Le soldat qui s'entraîne sous la pluie, l'artisan qui polit encore et encore son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, l'athlète qui s'entraîne quand il n'y a pas de compétition à proximité, et tous comprennent que ce qui se fait les jours où tu ne veux rien faire est ce qui fait vraiment la différence. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la constance à l'état pur. Ce point est inconfortable parce qu'il n'y a pas de gratification immédiate. Personne ne t'applaudit pour cet dernier effort que personne ne voit. Il n'y a pas de médaille pour rester 10 minutes de plus à perfectionner quelque chose ou pour faire ce pas supplémentaire quand tes forces semblent t'épuiser. Cependant, chacun de ces moments s'accumule en silence et un jour, sans t'en rendre compte, tu te rends compte que tu as changé. Ton seuil de résistance est plus élevé. Ta capacité de concentration s'est affinée et ta volonté est devenue un muscle qui ne se casse plus facilement. Quand l'esprit veut t'abandonner et que tu décides de continuer, tu brises un schéma. La prochaine fois que tu atteindras cette limite, ce ne sera plus un mur, ce sera un rappel que tu l'as déjà surmonté. C'est le véritable début de la maîtrise de soi. Comprendre que le moment où tu sens que tu ne peux plus est exactement le moment où tu dois continuer. Et même si cela semble dur, c'est le prix à payer pour vivre une vie avec un but. Si tu veux que la discipline soit ton allié, tu dois apprendre à aimer ce bord du précipice, non pas comme un lieu de risque, mais comme le point où commence la transformation. Parce que chaque pas que tu fais là, contre tout instinct, est un pas qui te rapproche de la vie que tu dis vouloir. 2. Conquiers tes pensées avant le monde. Un empire ne s'effondre pas du jour au lendemain. Il commence à tomber de l'intérieur, brique par brique, jusqu'à ce qu'un jour, il s'effondre. C'est ainsi que fonctionne aussi l'esprit. Tu ne perds pas parce que le monde est plus fort. Tu perds parce que tu as laissé tes pensées devenir des ennemis à l'intérieur de tes propres murs. Le stoïcien le sait bien. Avant de vouloir dominer quoi que ce soit là-bas, tu dois conquérir ce qui se passe en toi. Si tu n'es pas capable de diriger ton esprit, tout le reste devient une lutte perdue. Conquérir tes pensées ne signifie pas réprimer ce que tu ressens ou faire semblant que rien ne se passe. Cela signifie t'entraîner à reconnaître quand cette voix intérieure commence à fabriquer des excuses, à exagérer les peurs ou à inventer des problèmes qui n'existent pas encore.
Chaque pensée que tu laisses sans filtrer est comme ouvrir la porte à l'ennemi. Et la discipline ici est d'agir comme un gardien, laisser entrer ce qui renforce et expulser ce qui affaiblit. Ce n'est pas un travail d'un seul jour, c'est une vigilance constante, car l'esprit ne se repose pas, et, si tu ne le contrôles pas, c'est lui qui te contrôlera. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions qui semblent insignifiantes. Choisir de ne pas t'impliquer dans des discussions qui ne mènent à rien, ne pas nourrir des pensées de défaite avant d'essayer, ne pas répéter mentalement des histoires qui te font te sentir moins. Chaque fois que tu arrêtes ce cycle, tu récupères du territoire mental. Et comme toute conquête, cela nécessite une stratégie, observer, identifier et agir. Ce n'est pas réagir au premier impulse, c'est attendre le moment juste pour répondre avec clarté. Beaucoup perdent parce qu'ils croient que le champ de bataille est à l'extérieur, alors qu'en réalité, la guerre se gagne ou se perd dans la tête. Si tu sors affronter le monde sans avoir entraîné ton esprit, n'importe quel obstacle te renverse. Mais si tu entres dans la journée avec tes pensées alignées sur ton but, même au milieu du chaos, tu peux maintenir le cap. C'est la différence entre agir par conviction ou par peur. Maîtriser ton esprit implique aussi d'apprendre à questionner tes propres pensées. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réaction. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi, et la seule façon de t'assurer qu'il joue en ta faveur est de l'entraîner tous les jours. Cela signifie observer sans juger immédiatement, identifier les croyances qui te limitent et les remplacer par des idées qui te poussent. C'est un travail silencieux, mais c'est la base de toute victoire durable. Imagine que chaque pensée est comme une graine. Si tu sèmes des idées de peur, d'insécurité ou de défaite, peu importe combien tu t'efforces à l'extérieur, tu seras toujours en train de travailler contre toi-même. En revanche, si tu cultives des pensées claires, concentrées et alignées sur tes valeurs, même les jours les plus difficiles deviennent un terrain fertile pour grandir. Le stoïcisme, c'est justement ça. Prendre soin du jardin intérieur avant de prétendre conquérir le monde. Conquérir tes pensées est un engagement silencieux que seul toi peux remplir. Il n'y a pas de témoin, pas de médaille, mais les résultats se voient dans ta réaction lorsque tout se complique. Un stoïcien ne se laisse pas emporter par la tempête parce que son esprit a déjà appris à trouver le calme à l'intérieur. Et ce calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir pur, prêt à être utilisé quand on en a le plus besoin. Parce qu'au final, celui qui maîtrise son esprit maîtrise son monde, et c'est la conquête la plus difficile, mais aussi la plus puissante que tu réussiras jamais. 3. Embrasse l'inconfort qui forge ta force. Le diamant ne naît pas brillant, il naît caché dans la roche, sous pression, dans un endroit sombre et hostile. Et c'est précisément cette pression qui le transforme en quelque chose d'indestructible. La vie fonctionne de la même manière. L'inconfort n'est pas une punition, c'est l'atelier où se forge la force qui te soutient par la suite. Le problème est que la plupart des gens fuient cet inconfort, cherchant toujours le chemin le plus facile, sans se rendre compte qu'en évitant le poids, ils évitent aussi le muscle qu'ils pourraient construire. Le stoïcien comprend que l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est l'enseignant le plus honnête qui existe. Embrasser l'inconfort signifie choisir consciemment de t'exposer à des situations qui te demandent plus que ce que tu aimerais. C'est te lever plus tôt que ce que ton corps désire. C'est t'entraîner quand la fatigue pèse. C'est affronter des conversations difficiles au lieu de les éviter. Chaque acte volontaire d'inconfort est comme ajouter des plaques d'acier à ton caractère. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Il s'agit de t'entraîner pour que, lorsque l'inconfort inévitable arrive, ce ne soit pas un coup qui te brise, mais un terrain que tu connais déjà. La discipline grandit dans cet espace où rien n'est confortable. Le corps s'adapte, l'esprit se durcit et la volonté devient plus résistante. L'éviter, c'est comme construire une maison sur du sable. Elle peut sembler stable au début, mais le premier coup fort la renverse. L'inconfort est l'équivalent de poser des fondations sur de la roche.
C'est difficile, cela demande des efforts, mais ce que tu construis dessus reste solide. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple que de cesser de chercher des distractions lorsque quelque chose te dérange. Cela peut être supporter le silence au lieu de le remplir de paroles vides, terminer une tâche avant de prendre une pause, ou même choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est pratique. De petites décisions qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui, accumulées, font de toi quelqu'un qui ne s'effondre pas à la première difficulté. L'erreur de beaucoup est d'attendre que la motivation arrive pour faire face à l'inconfort. Cette attente est un piège. L'inconfort volontaire est un entraînement qui ne dépend pas des émotions passagères, mais d'une décision ferme. Le soldat qui s'entraîne avec un poids supplémentaire dans son armure, le coureur qui s'entraîne dans des conditions plus dures que d'habitude, l'étudiant qui étudie plus que ce qui lui est demandé, tous comprennent que se préparer dans un scénario plus difficile rend le scénario réel plus facile. Embrasser l'inconfort est aussi un acte d'amour de soi. Cela signifie que tu te respectes assez pour ne pas te contenter de la version la plus faible de toi-même. C'est te regarder dans le miroir et savoir que, même si ce n'est pas facile, tu choisis ce qui te rendra plus fort demain. Et dans le stoïcisme, c'est la véritable victoire, non pas celle que les autres voient, mais celle qui se livre en silence, jour après jour, dans des batailles que toi seul connais. Quand tu choisis l'inconfort aujourd'hui, tu achètes ta liberté pour demain. Parce que celui qui s'entraîne dans la difficulté marche dans la vie avec une tranquillité que les autres ne comprennent pas. Non pas parce que la vie est plus facile pour lui, mais parce qu'il est devenu plus fort pour la vivre. C'est la force qui ne s'improvise pas, la force qui ne naît que sur le terrain rugueux de l'inconfort. 4. Travaille en silence et laisse les résultats parler. Les tempêtes les plus dangereuses ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit, mais celles qui avancent lentement, en silence, et qui, lorsque tu t'y attends le moins, transforment le paysage. Ta discipline devrait être ainsi, invisible pendant sa construction, imparable lorsqu'elle se manifeste. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de se faire annoncer, car la véritable force se reconnaît d'elle-même. Le problème est que nous vivons à une époque où les gens veulent montrer plus qu'ils ne font réellement, cherchant l'approbation pour leurs intentions plutôt que pour leurs actions. Le stoïcien rejette ce besoin, car il sait que parler trop de ce qui sera fait est le moyen le plus rapide de diluer l'énergie nécessaire pour le faire. Travailler en silence ne signifie pas te cacher par peur, cela signifie prioriser le progrès sur l'apparence. Cela signifie que ton attention n'est pas portée sur l'impression que tu fais, mais sur la perfection. C'est comprendre que les mots peuvent gonfler l'ego, mais seules les actions renforcent le caractère. Si ce que tu cherches est une reconnaissance constante, tu finiras par être l'esclave de l'opinion des autres. Si ce que tu cherches est la cohérence et les résultats, alors ton attention sera portée sur la construction, pas sur l'apparence. La discipline fleurit loin des applaudissements. Elle se renforce ces jours où personne ne te regarde, ces heures supplémentaires que tu investis lorsque les autres sont déjà partis se reposer. Ces décisions que tu prends pour avancer, même si personne ne te félicite. Ces moments sont comme des briques que tu poses en silence et qui, avec le temps, forment une structure si solide que personne ne peut l'ignorer. Lorsque les résultats arrivent, tu n'auras pas besoin de convaincre personne, car ce que tu as fait parlera pour toi. Dans la vie quotidienne, travailler en silence est résister à la tentation de montrer chaque progrès. C'est ne pas publier chaque objectif atteint, ne pas raconter chaque sacrifice que tu fais. C'est comprendre que la validation externe n'ajoute pas de valeur réelle à ton effort, et que la seule chose qui compte est de savoir si tu avances vers ton but. Ce n'est pas de l'hermétisme, c'est de la stratégie. C'est protéger ton énergie des distractions et des attentes que d'autres pourraient imposer sur toi. Le bruit peut attirer les regards, mais il ne construit rien de durable. Le silence, en revanche, te donne de l'espace pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Les plus grandes réalisations ne naissent pas de la pression pour impressionner, mais de la patience pour perfectionner. L'artisan ne montre pas l'œuvre à moitié faite,
Le guerrier ne révèle pas sa stratégie avant la bataille, le semeur n'arrache pas la graine pour prouver qu'elle grandit. Tous comprennent que le processus est sacré et que le précipiter pour prouver quelque chose le condamne à l'échec. Travailler en silence est aussi une façon de te protéger contre la critique et la distraction. Plus tu exposes peu ton processus, moins il y a de place pour que d'autres tentent de le saboter, d'opiner sans fondement ou d'influencer tes décisions. Le stoïcien protège son terrain intérieur comme un jardin fermé. Il ne permet pas à n'importe qui d'entrer et de piétiner ce qu'il cultive. Et quand il ouvre finalement les portes, c'est parce que le fruit est prêt à être récolté. Le jour où tu comprendras que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, tu auras remporté une des batailles les plus importantes de la discipline. Non pas parce que le silence est une fin en soi, mais parce qu'il te permet de concentrer toute ta force sur ce qui compte vraiment, faire le travail. Parce qu'à la fin, les mots peuvent être oubliés, mais les résultats restent, et ceux-ci, lorsqu'ils sont solides, parlent toujours plus fort que n'importe quel discours. 5. Transforme la douleur en ton maître. Le feu qui détruit une maison est le même qui, contrôlé, forge l'acier le plus résistant. La douleur fonctionne de la même manière. Elle peut tout consumer si tu la laisses sans contrôle, mais si tu la confrontes avec discipline, elle devient la force qui te façonne. La plupart des gens fuient la douleur, la couvrent de distractions, l'ignorent comme si fermer les yeux allait la faire disparaître. Le stoïcien, en revanche, la regarde en face, non pas pour se victimiser, mais pour apprendre de chaque coup. Parce que la douleur n'est pas seulement un test, c'est une leçon qui arrive enveloppée d'inconfort et exige que tu la déballes avec patience et courage. Transformer la douleur en ton maître ne signifie pas la chercher, mais comprendre que, lorsqu'elle apparaît, elle apporte des informations précieuses sur toi et sur le monde. Chaque déception révèle en qui tu as fait confiance sans mesure. Chaque perte te rappelle ce que tu prenais pour acquis. Chaque échec t'enseigne où tu dois renforcer ta stratégie. La douleur est un miroir qui ne ment pas, même si parfois il montre des vérités que tu ne veux pas voir. Et comme tout bon professeur exigeant, il n'adoucit pas son enseignement parce qu'il sait que la leçon n'est pas oubliée quand elle fait mal. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas fuir les situations difficiles, mais te demander ce qu'elles essaient de t'enseigner. Si tu as perdu une opportunité, c'est peut-être le moment de renforcer tes compétences. Si quelqu'un t'a trahi, c'est peut-être un rappel pour établir des limites plus claires. Si un plan a échoué, c'est le signe que tu dois ajuster ton approche. La douleur te donne des indices précis, mais seulement si tu es prêt à les écouter sans ego ni déni. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles comment tu réagis. Et la douleur, lorsque tu l'acceptes comme faisant partie du chemin, cesse d'être un ennemi et devient un allié silencieux. Tu apprends à ne pas dramatiser ni minimiser la douleur, mais à l'utiliser comme un outil pour grandir. Tout comme un forgeron utilise la chaleur intense pour façonner le métal, tu peux utiliser l'intensité de la douleur pour renforcer ton caractère. La discipline joue un rôle clé ici, car c'est elle qui t'empêche d'abandonner quand tout en toi veut t'arrêter. C'est elle qui te rappelle que, aussi inconfortable que cela puisse être, si tu restes et apprends de ce qui fait mal, tu ressortiras plus fort que lorsque tu es entré. Beaucoup de gens répètent les mêmes erreurs parce qu'ils fuient la douleur avant de comprendre sa leçon. Mais celui qui supporte le processus non seulement apprend, mais transforme cette douleur en une base solide pour sa vie. Ce n'est pas du romantisme. Il n'y a rien de beau dans la souffrance, et personne en bonne santé mentale ne devrait chercher la douleur pour le plaisir. La clé est de comprendre que, puisque tu ne peux pas l'éviter complètement, tu peux décider que chaque fois qu'elle arrive, elle te laisse mieux qu'elle ne t'a trouvé. C'est la différence entre quelqu'un qui se brise et quelqu'un qui se forge. Lorsque tu parviens à voir la douleur comme un maître, tu commences à marcher dans la vie avec une autre attitude. Tu ne crains pas autant les coups, parce que tu sais qu'à l'intérieur de chacun d'eux se trouve une leçon qui attend d'être découverte. Et cette confiance change tout, car tu n'es plus l'otage de ce qui se passe.
mais l'apprenti de ce qui se passe. C'est l'une des plus grandes forces que tu peux construire, et elle n'est atteinte que lorsque tu choisis d'apprendre, même quand ça fait mal. 6. Maîtrisez les petites décisions qui définissent votre vie. Chaque aube est comme une feuille blanche que seul vous pouvez remplir. Et ce que vous y écrivez ne sont pas de grands discours, mais de courtes phrases faites de petites actions. C'est dans ces choix discrets que se joue la véritable discipline. Peu importe combien vous parlez de buts et de rêves, si au moment d'agir, vous choisissez ce qui vous donne un soulagement momentané plutôt que ce qui vous donne de la croissance. La direction de votre vie n'est pas décidée par un événement isolé, mais par la somme silencieuse de centaines de choix que vous faites chaque jour, même ceux qui semblent insignifiants. Maîtriser les petites décisions, c'est comprendre que chaque geste compte. C'est répondre à un message avec calme, au lieu de vous laisser emporter par la colère. Vous lever à l'heure que vous avez dite, même si votre corps demande plus de repos. Terminez ce que vous avez commencé, même s'il n'y a personne qui regarde. Le stoïcien sait qu'il n'y a pas d'acte sans conséquence. Tout ajoute ou soustrait, tout construit ou détruit, tout vous rapproche ou vous éloigne du type de personne que vous dites vouloir être. Et la différence entre avancer et stagner se trouve rarement dans les grands moments, mais dans la façon dont vous gérez le plus simple. L'erreur la plus courante est de penser que le petit n'a pas de poids. Mais si vous cédez chaque jour à ce qui est le plus facile, vous entraînez votre esprit à abandonner sans combattre. Cette habitude devient automatique, et lorsque les vrais tests arrivent, vous découvrirez que vous n'avez pas la force de les affronter. La discipline ne s'improvise pas dans un moment décisif, elle se cultive dans le quotidien, lorsque personne ne vous applaudit et lorsque la tentation de céder est forte, mais non mortelle. Dans ces moments, vous renforcez votre caractère ou vous l'affaiblissez. En pratique, maîtriser les petites décisions signifie être présent même dans le plus simple. Décider de ne pas remettre à plus tard une tâche que vous pouvez terminer maintenant, choisir un aliment qui nourrit plutôt qu'un aliment qui calme simplement une envie, sortir, s'entraîner même s'il pleut, économiser lorsque vous pourriez dépenser pour un caprice, tenir parole même si personne ne s'en souvient. Aucun de ces choix en soi ne semble décisif, mais leur accumulation crée un modèle qui, avec le temps, détermine votre destin. L'esprit cherchera toujours des excuses pour prendre la voie rapide et confortable. C'est pourquoi ce contrôle exige une vigilance constante. Il ne s'agit pas de vivre avec la paranoïa, mais avec la pleine conscience que chaque acte, aussi minime soit-il, est un vote pour ou contre votre propre avenir. Si vous laissez échapper le petit, le grand s'effondrera sans résistance. Les grands succès que vous admirez chez les autres ne se sont pas construits d'un seul coup, mais à partir de cette même pratique répétée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne nature. Le guerrier qui gagne la bataille avait déjà gagné auparavant, lors de ses entraînements quotidiens que personne n'a vus. L'écrivain qui publie un grand livre avait déjà écrit des milliers de lignes sans public ni applaudissements. L'entrepreneur qui dirige avec succès avait déjà pris d'innombrables bonnes décisions à des moments qui semblaient sans importance. Tout triomphe visible naît d'une chaîne de victoires invisibles, et cette chaîne se forge dans l'arène silencieuse du quotidien. Prendre le contrôle des petites décisions, c'est renforcer votre caractère pour que, lorsque les grands défis arrivent, vous soyez déjà prêt. Ce n'est pas quelque chose de glamour ou de rapide, mais c'est la façon la plus sûre de construire une vie qui résiste à n'importe quelle tempête. Chaque jour vous présente un tas de choix, et dans tous, il y a une question implicite. Voulez-vous vous renforcer ou voulez-vous céder? La réponse n'est pas criée, n'est pas publiée, n'est pas partagée, elle est simplement vécue. Et ce que vous vivez, accumulez, devient la vie que vous finissez par avoir. C'est le véritable poids du petit. 7. Protège ton but en disant non fermement. Une flamme ne s'éteint pas seulement avec un vent fort, elle s'éteint aussi avec de petits souffles constants. C'est ainsi que fonctionne ton but. Il n'est pas toujours détruit par de grands échecs. Souvent, il est éteint par de petites distractions auxquelles tu as dit oui pour ne déranger personne.
Le monde est plein d'offres qui semblent inoffensives, d'engagements qui prennent du temps, de personnes qui exigent de l'énergie. Mais chaque fois que tu acceptes quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu recherches, tu cèdes un morceau de ton chemin. La discipline stoïcienne comprend que dire non n'est pas un acte de rejet envers les autres, mais un acte de loyauté envers toi-même. Protéger ton but nécessite de comprendre que ton temps et ton énergie sont des ressources finies. Si tu les dépenses sur tout ce qui se présente à toi, tu n'auras pas assez pour ce qui compte vraiment. C'est ici que la fermeté devient une vertu. Dire non ne sera pas toujours bien reçu, mais chaque fois que tu le fais à partir de la conviction et non de l'excuse, tu marques les limites qui préservent ta direction. Un but ne se protège pas seulement avec de l'effort, mais aussi avec des barrières claires qui empêchent l'étranger d'envahir l'essentiel. Beaucoup pensent que la discipline consiste seulement à se lever tôt ou à atteindre des objectifs. Mais c'est aussi avoir le courage de rejeter ce qui n'apporte rien, même quand socialement il semble correct de l'accepter. Cela implique de déranger, de décevoir et même de perdre certaines relations. Mais c'est le prix à payer pour rester fidèle à un chemin que toi seul comprends pleinement. Le stoïcien ne vit pas pour plaire, il vit pour accomplir ce qu'il considère comme précieux. Et cela signifie de prioriser sans culpabilité. Dans la vie quotidienne, protéger ton but peut se traduire par annuler une réunion qui n'apporte rien à tes objectifs, arrêter d'investir du temps dans des conversations qui ne mènent nulle part, ou éviter des projets qui t'éloignent de ce que tu as décidé de construire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Un agriculteur ne plante pas des graines au hasard juste pour remplir la terre, il plante ce qu'il veut récolter. De la même manière, chaque oui et chaque non que tu prononces est une semence qui déterminera ton futur. Le plus grand obstacle à dire non fermement est la peur. Peur de paraître arrogant, peur de perdre des opportunités, peur de blesser les autres. Mais vivre piégé dans le oui automatique, c'est se perdre dans des chemins qui n'ont jamais été les tiens. La discipline ici consiste à reconnaître que chaque fois que tu dis non à ce qui ne t'apporte rien, tu dis oui avec plus de force à ce qui compte vraiment. Cet équilibre est ce qui sépare ceux qui se dispersent de ceux qui avancent. Dire non renforce aussi ton caractère car il t'oblige à justifier tes décisions devant toi-même. Tu ne peux pas dire non avec conviction si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, et cet exercice constant d'évaluer ce qui entre et ce qui reste en dehors de ta vie te maintient aligné avec ton but. C'est ici que l'on voit la différence entre celui qui vit en réagissant et celui qui vit en choisissant. Quand tu apprends à protéger ton but de cette manière, tu commences à remarquer quelque chose de curieux. Le monde cesse de te saturer avec des demandes inutiles, parce que les gens commencent à comprendre que ton temps n'est pas à vendre. Et ce respect, bien qu'il tarde à venir, est le résultat direct de la cohérence que tu démontres. Au final, la discipline n'est pas seulement travailler dur, c'est travailler avec direction. Et pour maintenir cette direction, parfois l'acte le plus puissant n'est pas d'avancer, mais d'arrêter tout ce qui essaie de te détourner, en regardant dans les yeux et en disant, avec fermeté et sans culpabilité, non. 8. Sois ton propre leader avant de guider les autres. Frapper le sol d'un pas ferme n'est pas seulement une façon de marcher, c'est une déclaration silencieuse que tu sais où tu vas et que rien ne te fera dévier. Cette assurance n'est ni héritée ni improvisée. Elle se gagne chaque jour en prenant les rênes de ta propre vie. Avant de vouloir diriger les autres, tu dois prouver que tu es capable de maintenir ton propre cap sans dépendre de quelqu'un d'autre pour te dire quoi faire. Le stoïcien comprend que diriger n'est pas donner des ordres, c'est incarner des principes si solides que ta seule présence inspire le respect. Devenir ton propre leader signifie apprendre à soutenir tes décisions quand elles sont impopulaires, à tenir la parole que tu t'es donnée même si personne ne le sait, à ne pas céder à la paresse ou à l'impulsivité qui cherchent à dérailler ton chemin. Il ne s'agit pas d'un contrôle rigide et étouffant, mais d'une clarté interne qui guide chaque pas. Si tu n'es pas capable de rester ferme quand tout te pousse à abandonner,
tu ne pourras pas non plus soutenir les autres quand ils dépendent de toi. Ce leadership personnel se construit dans des moments qui semblent petits mais qui révèlent ta véritable force. Choisir de continuer à t'entraîner quand la fatigue te vainc. Fermer la bouche quand il serait facile de parler de trop. Tenir une promesse inconfortable parce que ta parole vaut plus que ton confort. Ce sont ces actions qui forment une réputation à tes propres yeux. Et cette réputation est la base de toute influence réelle sur les autres. En pratique, te diriger implique de concevoir ta vie en fonction de ce que tu considères essentiel et de ne pas laisser les circonstances ou les opinions des autres décider pour toi. C'est choisir chaque jour entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. C'est résister à l'urgence de réagir au chaos extérieur et à la place, répondre avec calme et direction. Cette capacité à te gouverner est ce qui rend tes principes tangibles et visibles pour ceux qui t'entourent. Un leader de lui-même sait aussi quand se pousser et quand se donner de l'espace pour récupérer. L'excès d'exigence sans repos n'est pas de la discipline, c'est de l'autodestruction déguisée. La véritable force réside dans le maintien de l'équilibre, se pousser suffisamment pour grandir, mais pas tant que pour se brûler dans le processus. Cette capacité à se mesurer et à corriger le cap est ce qui distingue un véritable guide de quelqu'un qui ne fait que prétendre contrôler. Quand tu apprends à être ton propre leader, tu arrêtes de chercher une validation constante, parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas des applaudissements. Tu marches avec une direction claire et tu n'as pas besoin de justifier chaque pas, parce que tu sais que ta cohérence parle pour toi. Et le plus puissant de tout, c'est que, sans le vouloir, tu deviens un exemple que les autres veulent suivre, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu fais. Ce dernier point résume toutes les leçons précédentes. Contrôler tes pensées, accepter l'inconfort, travailler en silence, apprendre de la douleur, décider fermement et protéger ton but. Tout converge vers cette idée centrale. Il n'y a pas de discipline plus solide que celle de te gouverner toi-même. Si tu peux le faire avec intégrité et constance, tout leadership externe ne sera qu'une extension naturelle de ton leadership interne. La conclusion est simple et directe. Si tu veux que les autres te suivent, deviens la personne que tu suivrais sans hésiter. Quand tu y arriveras, tu n'auras pas besoin de convaincre quelqu'un avec des mots, parce que ta vie sera la preuve vivante que le véritable leadership commence chez soi, avec toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Imposer le respect sans élever la voix est comme allumer une flamme dans l'obscurité totale. Il n'est pas nécessaire de l'agiter pour que tout le monde la voie, car sa lumière parle d'elle-même. Et ici, juste maintenant, tu dois décider. Tu peux fermer ce message et continuer à affronter le monde avec les mêmes réactions que toujours, ou rester et apprendre à ce que personne ne franchisse à nouveau tes limites sans ressentir le poids de son erreur. Je ne vais pas l'adoucir. Ce n'est pas un espace pour ceux qui veulent ressentir un élan momentané et ensuite l'oublier. Ici, on parle de changer la façon dont tu te déplaces dans le monde. Ce qui suit n'est pas une belle théorie, c'est de la pratique pure. C'est apprendre à se taire quand les autres s'attendent à ce que tu exploses, à marquer ton territoire sans reculer, à répondre intelligemment quand les autres ne savent que crier. Je ne cherche pas à faire de toi quelqu'un qui intimide par peur, mais quelqu'un qui impose le respect parce qu'il transmet le contrôle, la sécurité et la fermeté dans chaque geste. Si tu restes, tu comprendras que le respect ne se demande pas, il se provoque. Que la paix intérieure ne se mendie pas, elle se protège, et que le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise absolue. Reste, parce que ce qui vient n'est pas pour tout le monde, mais oui, pour ceux qui sont prêts à ne plus jamais baisser la tête. 1. Maîtrise l'art de garder le silence avec intention. Garder le silence avec intention est comme avoir une épée dans son fourreau à la ceinture.
Tu ne la dégaines pas pour chaque frottement, mais tout le monde sait qu'elle est là. Et quand tu décides de l'utiliser, tu ne le fais pas avec colère ou maladresse, mais avec précision et au moment exact. Le silence, bien géré, n'est pas l'absence de réponse, c'est le contrôle absolu de la situation. La plupart des gens ne supportent pas le silence parce qu'ils le ressentent comme un vide inconfortable à combler. Mais celui qui le comprend sait que ce vide est un terrain où il a tous les avantages, car il oblige l'autre à bouger en premier, à commettre des erreurs, à en montrer plus qu'il ne le voulait. Dans la vie réelle, répondre immédiatement est comme montrer tes cartes face visible. Tu laisses les autres mesurer ton état émotionnel, trouver le bouton qui t'active, savoir exactement comment te désarmer. Le silence avec intention brise cette dynamique. Tu ne cèdes pas, tu observes, tu traites, tu choisis s'il vaut la peine de dépenser des mots ou s'il est préférable de laisser l'inconfort parler pour toi. Un stoïcien sait que toute provocation ne mérite pas une réponse et que chaque fois que tu réagis impulsivement, tu offres à quelqu'un d'autre le contrôle de ton état interne. Marc Aurèle comprenait qu'un esprit tranquille est invulnérable parce qu'il n'entre pas dans des guerres qu'il n'a pas choisies. Pratiquer le silence stratégique commence par savoir quand l'utiliser. Si quelqu'un lance une accusation injuste, tu peux te précipiter et entrer dans une discussion qui ne mène à rien, ou tu peux le regarder calmement, attendre, laisser le poids de ses mots flotter dans l'air. Cette pause non seulement déconcerte, mais envoie aussi un message. Ils ne peuvent pas t'entraîner sur leur terrain. Dans les discussions familiales, quand quelqu'un te provoque, un silence ferme peut valoir plus que 1000 arguments. Dans un environnement de travail, si un collègue essaie de t'humilier devant les autres, garder le silence et maintenir le regard sans te perturber peut complètement changer la perception qu'ils ont de toi. Cela ne signifie pas toujours garder le silence. Cela signifie décider quand parler et quand ne pas le faire, et que cette décision soit la tienne, pas une réaction automatique. Le silence avec intention est un outil qui nécessite de l'autocontrôle. Tu ne peux pas l'utiliser si chaque commentaire te brûle de l'intérieur et te force à donner une réponse immédiate. Tu dois entraîner ton esprit à résister à cette pression et te rappeler que tout ne mérite pas ton énergie. Le silence est aussi un filtre. Si quelqu'un cherche à te manipuler, il s'attendra à ce que tu essaies de te justifier. Si tu ne le fais pas, tu lui enlèves du pouvoir. Si quelqu'un veut que tu entres dans une discussion absurde, il attendra ton premier mot pour s'y accrocher et le déformer. Si tu ne le donnes pas, il reste sans carburant. Et voici le point clé. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ta capacité à garder le contrôle même au milieu de la provocation. Ne confonds pas ce silence avec la soumission. Ce n'est pas baisser la tête, c'est la garder haute, tout en choisissant de ne pas entrer dans le jeu. C'est un message silencieux qui dit « Je décide comment, quand et si ça vaut la peine de te répondre ». Quand tu maîtrises cela, les gens commencent à peser leurs mots avec toi. Non pas parce que tu leur cries dessus, non pas parce que tu t'imposes physiquement, mais parce que ton calme les dérange plus que toute attaque frontale. L'art de garder le silence avec intention ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu l'appliques, tu renforces ton autorité. Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton silence parle pour toi, et il le fait avec une force qu'aucun mot ne pourrait égaler. Parce que le respect, tout comme le silence, ne se demande pas, il se provoque. 2. Réponds avec dignité et désarme sans colère. Répondre avec dignité, c'est comme rester debout au milieu d'une tempête. Le vent te frappe, essaie de te plier, mais tu ne cèdes pas, et tu le fais sans avoir besoin de crier pour prouver ta force. La colère est ce vent qui veut t'arracher de ton centre, et si tu la laisses entrer, tu perds non seulement le contrôle, mais tu abandonnes aussi ton pouvoir. Maintenir la dignité, c'est tenir fermement le gouvernail de ton caractère, sans permettre que les vagues de la provocation t'entraînent vers un terrain où il n'y a pas de victoire, seulement de l'usure. Quand quelqu'un t'attaque ou te provoque, ce qu'il attend le plus, c'est que tu réagisses de la même manière.
que tu répondes avec la même énergie que tu reçois. S'ils te crient dessus, que tu cries. S'ils t'accusent, que tu te défends sans réfléchir. C'est leur terrain, et si tu y entres, tu as déjà perdu la moitié de la bataille. La dignité ne consiste pas à rester silencieux par peur, mais à répondre de manière à ce que ton calme soit plus inconfortable que toute contre-attaque. La véritable force n'est pas d'écraser l'autre avec tes mots, mais de ne pas laisser perturber ton équilibre. Le stoïcisme est clair, tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux décider comment tu agis. Sénèque le disait sans détour, la colère est une folie momentanée, et tout ce que tu fais sous son influence sert rarement à ton avantage. Répondre avec dignité, c'est refuser d'entrer dans cette folie. C'est choisir la retenue plutôt que la réaction, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour ne pas te laisser entraîner. Pour le pratiquer, tu dois maîtriser la pause. Quand tu sens que ton sang monte, respire et demande-toi, cette réponse me fera-t-elle gagner du respect ou m'en fera-t-elle perdre? Si c'est la deuxième option, cela ne vaut pas la peine. Et si tu décides de répondre, fais-le avec des phrases courtes, claires et sans hésitation. L'autorité n'a pas besoin de volume, elle a besoin de précision. 1. Je ne vais pas discuter de ce sujet, dit fermement pèse, plus qu'un discours enflammé qui se nourrit de la provocation. Au travail, si un collègue essaye de te discréditer, une réponse sereine et directe désarme non seulement l'attaque, mais elle montre aussi clairement que tu n'es pas intimidé. Dans ta vie personnelle, quand quelqu'un essaie de te manipuler émotionnellement, répondre avec un ton contrôlé et une vérité brève peut briser la stratégie sans que tu dépenses de l'énergie dans une bataille inutile. La clé est que ton langage corporel et ta voix transmettent de la cohérence. Si tes mots sont calmes, mais que ton regard et ta posture crient la colère, le message se perd. Te respecter toi-même signifie aussi ne pas permettre que le besoin de gagner te fasse perdre. Il y a des moments où la meilleure victoire est de ne pas entrer dans le jeu. Et ce n'est pas se rendre, c'est prendre le contrôle du plateau. Celui qui parvient à rester calme alors que l'autre se décompose a déjà gagné sans avoir besoin de le crier. Avec le temps, cette habitude crée une réputation silencieuse. Les gens commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas te manipuler facilement, qu'ils n'obtiendront pas le spectacle émotionnel qu'ils recherchent. Et cela change la façon dont ils te traitent. Répondre avec dignité et sans colère est un bouclier qui protège ta paix intérieure, ton image et ton énergie. C'est montrer que tu n'as pas besoin de renverser quelqu'un pour rester debout, parce que ta véritable force est de ne laisser personne te renverser de l'intérieur. 3. Pose des questions qui dérangent intelligemment. Poser la bonne question au bon moment, c'est comme allumer une lumière directe dans un coin sombre où quelqu'un essaie de cacher quelque chose. Tu n'as pas besoin de pousser, d'accuser ou d'élever la voix. Tu pointes simplement la lumière et tu attends. Une question bien formulée ne fait pas seulement mal à l'aise, elle oblige l'autre à faire face à son propre discours. Le meilleur, c'est qu'elle le fait sans que tu perdes le contrôle, sans que tu tombes dans des provocations et sans que ta voix s'élève. Celui qui sait poser des questions avec précision peut gérer une conversation entière sans que l'interlocuteur se rende compte qu'il est guidé. Dans la vie réelle, les questions gênantes ne sont pas posées pour humilier, mais pour exposer des vérités ou des incohérences que d'autres préféreraient éviter. Lorsque quelqu'un essaie de te manipuler, répondre par un « Qu'est-ce qui te fait penser que c'est juste ?» ou « Pourquoi me le demandes-tu de cette façon ?» n'est pas une attaque, c'est un miroir. Le poids n'est pas dans ton ton, mais dans le malaise que génère le fait de devoir justifier ce qui ne peut pas être soutenu. Le silence après ta question amplifie la pression. Le stoïcisme comprend le questionnement comme un chemin vers la clarté. Épictète disait que nous ne devons pas accepter tout ce que nous entendons sans l'examiner. Poser des questions ne révèle pas seulement la vérité d'autrui, cela met aussi à l'épreuve ta propre perception. Dans une interaction chargée de tension, une question stratégique sert de frein. Elle oblige l'autre à réfléchir avant de continuer et te donne le temps nécessaire pour garder ton centre. Pour maîtriser cette compétence, tu as besoin de 2 éléments.
l'observation et le temps. Observer implique d'écouter attentivement et de détecter des incohérences ou des points faibles. Le temps est de savoir quand poser la question. Si tu le fais trop tôt, la conversation continue comme si de rien n'était. Si tu le fais trop tard, le moment perd de sa force. La bonne question, posée juste au moment où la tension est la plus forte, peut arrêter toute avancée de l'autre. Dans un environnement de travail, si un supérieur essaie de te charger d'une tâche qui ne te correspond pas, tu pourrais dire « Peux-tu m'expliquer comment cela s'intègre à mes fonctions actuelles ?» Il n'y a pas de confrontation directe, mais tu fais clairement comprendre que tu n'accepteras pas sans une raison solide. Personnellement, si quelqu'un essaie de te blâmer pour quelque chose sans fondement, « Pourquoi penses-tu que je suis responsable de cela ?» peut suffire à arrêter l'attaque. La clé est de garder un ton neutre, ne sonne pas ironique ni défensif. Un ton calme désarme parce que l'autre ne sait pas si tu attaques ou si tu cherches simplement à clarifier. Cette ambiguïté joue en ta faveur, car pendant qu'il se demande quelles sont tes intentions, il a déjà perdu son élan initial. Un autre avantage des questions intelligentes est qu'elles te permettent de gagner du temps. Pendant que l'autre réfléchit à comment répondre, tu respires, tu retrouves ton calme et tu analyses la situation. C'est une tactique qui combine défense et attaque sans que cela ne semble être l'un ou l'autre. Avec la pratique, les gens commenceront à peser leurs mots avec toi. Non pas parce qu'ils ont peur de toi, mais parce qu'ils savent que si quelque chose ne colle pas, tu le remarqueras et tu le souligneras avec une question qui les laisse sans issue élégante. Et cette réputation est un bouclier en soi. Poser des questions qui dérangent intelligemment n'est pas chercher des problèmes, c'est chercher la vérité sans perdre son sang-froid. C'est montrer que tu n'as pas besoin de crier pour remettre quelqu'un à sa place, que ton meilleur atout est la clarté, et que parfois, la façon la plus directe d'exposer un mensonge est de poser une question aussi simple que « Es-tu sûr de ce que tu viens de dire ?» Lorsque cette question vient de quelqu'un qui dégage du calme, elle ressent comme un coup qui n'a pas besoin de force pour laisser une marque. 4. Marquez vos limites avec une voix ferme et une présence. Marquer des limites, c'est comme tracer une ligne dans le sable juste avant que la marée monte. Ce n'est pas une simple marque, c'est un avertissement silencieux de jusqu'où vous êtes prêt à laisser les autres aller. Peu importe si tout le monde la voit ou seulement quelques-uns, l'essentiel est qu'ils sachent que, s'ils la franchissent, il y a des conséquences. Et cette ligne ne se maintient pas avec des cris ou des menaces, mais avec une combinaison de voix ferme et de présence solide qui montre clairement que vous n'êtes pas prêt à céder votre espace personnel. Dans la vie réelle, ne pas marquer de limites, c'est comme laisser la porte de votre maison ouverte en espérant que les gens entrent et sortent avec respect. Certains le feront, mais d'autres en profiteront pour prendre ce qui n'est pas à eux. Lorsque vous ne définissez pas ce que vous permettez et ce que vous ne permettez pas, vous donnez aux autres le pouvoir de décider pour vous. Et le plus dangereux, c'est que, petit à petit, votre paix s'érode jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Établir des limites n'est pas un acte égoïste, c'est une forme d'auto-soin et un message clair que votre énergie n'est pas disponible pour quiconque veut la drainer. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre disposition à tolérer ce qui vous affecte. Marc Aurèle comprenait que la paix intérieure nécessite de protéger l'espace dans lequel votre esprit et votre caractère se développent. Et pour cela, les limites sont essentielles. Il ne s'agit pas de construire des murs pour vous isoler, mais d'établir des règles claires sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans votre vie. Marquer des limites avec une voix ferme signifie que vos mots ne tremblent pas. Il n'y a pas de place pour le doute ou pour des phrases qui sonnent comme des excuses. Un « je ne suis pas d'accord » ou un « je ne vais pas le permettre » dit calmement mais avec assurance pèse plus lourd que n'importe quel cri. La fermeté de la voix transmet que votre décision est déjà prise et que vous ne cherchez pas l'approbation pour la maintenir. La présence, d'autre part, est le renforcement silencieux qui soutient vos paroles. Si votre langage corporel contredit ce que vous dites, le message s'affaiblit.
Une posture droite, un contact visuel stable et un geste détendu mais sûr disent à l'autre que votre limite n'est pas négociable. Et c'est la clé. Il ne suffit pas de le dire, il faut le soutenir avec cohérence. Dans un contexte professionnel, marquer une limite peut signifier refuser des tâches qui ne sont pas de votre responsabilité sans se sentir coupable. Sur le plan personnel, cela peut signifier ne pas permettre à quelqu'un d'utiliser la confiance que vous lui avez accordée pour vous manipuler ou vous mettre sous pression. Dans les deux cas, la clé est de maintenir votre position sans entrer dans des discussions qui tentent d'éroder votre décision. L'une des erreurs les plus courantes est d'expliquer trop pourquoi vous avez votre limite. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez de l'espace pour qu'ils essaient de vous convaincre de la changer. L'autorité d'une limite réside dans sa clarté et dans la cohérence avec laquelle vous la maintenez. Si vous cédez une fois sans raison valable, le message que vous envoyez est que votre ligne dans le sable peut être effacée facilement. Lorsque vous apprenez à marquer des limites avec une voix ferme et une présence, les gens commencent à vous respecter différemment. Non pas parce qu'ils ont peur de vous, mais parce qu'ils comprennent qu'avec vous, il n'y a pas de place pour les jeux ou les manipulations. Votre paix n'est pas à vendre et votre temps ne se négocie pas. Ce respect que vous obtenez n'est ni demandé ni exigé. Il est gagné en démontrant encore et encore que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez pas peur de défendre l'espace qui vous appartient. 5. Projette ta valeur sans l'expliquer. Projeter ta valeur est comme porter un diamant dans ta poche. Tu n'as pas besoin de le sortir pour que tout le monde sache qu'il est là, car la façon dont tu te comportes, dont tu parles et agis, laisse déjà entrevoir que tu possèdes quelque chose de précieux. L'erreur de beaucoup est d'essayer de convaincre les autres de leur valeur avec des mots, des arguments et des justifications sans fin. Le problème est que, lorsque tu as besoin d'expliquer tout, tu envoies le message que tu cherches l'approbation et par conséquent, tu affaiblis ce que tu essaies de transmettre. Dans la vie réelle, les gens ne respectent pas celui qui répète constamment ses réalisations, mais celui qui les démontre en silence, avec des faits et de la constance. Montrer ta valeur sans l'expliquer n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance en ce que tu es et en ce que tu fais. C'est comprendre que ta réputation se construit avec des actions cohérentes, pas avec des discours sur toi-même. Quand tu tiens ta parole, quand ton travail est solide et ton caractère stable, la valeur se fait remarquer sans que tu aies à l'annoncer. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin d'être proclamée. Sénèque disait que les actions parlent plus que toute déclaration et que le véritable mérite se soutient seul, car il ne dépend pas de l'approbation des autres. Si tu essaies constamment de prouver qui tu es, tu finis par te battre sans fin pour convaincre ceux qui, souvent, ont déjà décidé de ne pas te reconnaître. Projeter ta valeur sans l'expliquer, c'est rejeter ce jeu et mettre ton énergie à continuer à construire, pas à te justifier. La clé pour y parvenir est la cohérence. Il ne sert à rien d'agir avec assurance un jour et de contredire tes principes le lendemain. Les gens détectent rapidement les incohérences, et cela érode tout respect que tu as pu gagner. Ta valeur se projette lorsque tes actions suivent une même ligne, même quand personne ne regarde. Cette constance génère de la confiance, et la confiance est la base du respect. Dans un environnement de travail, cela signifie fournir des résultats de qualité sans avoir besoin de les accompagner de longs discours sur l'effort que tu as fait. Dans ta vie personnelle, cela signifie agir avec loyauté, respect et fermeté, sans avoir à rappeler aux autres que ce sont tes valeurs. La véritable force réside dans le fait que les autres le remarquent par eux-mêmes. Évite de tomber dans le piège de défendre ta valeur face à ceux qui la remettent en question par jalousie, ignorance ou manipulation. Si quelqu'un essaie de te minimiser, ne gaspille pas d'énergie à essayer de le convaincre. Ta réponse est de continuer à agir de la même manière, en laissant le temps et les résultats parler pour toi. Celui qui veut le voir, le verra. Celui qui ne veut pas, restera aveugle même si tu lui montres des preuves. Projeter ta valeur sans l'expliquer signifie aussi ne pas te rabaisser pour obtenir de l'acceptation.
Tu n'as pas besoin de te mouler pour correspondre aux critères de quelqu'un d'autre, car le respect véritable naît lorsque tu restes fidèle à toi-même. Et ce type de respect est le plus solide, car il ne dépend pas de plaire, mais d'être authentique. Avec le temps, les gens commenceront à te traiter différemment. Non pas parce que tu leur as demandé de le faire, mais parce que ta façon d'être dans le monde montre clairement que tu es quelqu'un qui mérite le respect. Et le plus important, tu le feras sans chercher de validation externe, parce que lorsque ta valeur est évidente, tu n'as pas à l'expliquer. Elle se ressent simplement. Et cela, plus que tout argument, est ce qui impose. 6. Utilise l'humour comme une arme de contrôle émotionnel. L'humour bien utilisé est comme un parapluie au milieu d'une tempête. Il n'arrête pas la pluie, mais il empêche que tu sois trempé. Il ne change pas le climat, mais il change la façon dont tu y fais face. Utiliser l'humour comme outil de contrôle émotionnel ne signifie pas se moquer de tout ou minimiser ce qui est sérieux, mais apprendre à canaliser la tension pour qu'elle ne t'emporte pas. Un commentaire spirituel, placé au bon moment, peut désamorcer une attaque, apaiser une atmosphère hostile ou montrer clairement que tu n'as pas été déstabilisé. Dans la vie réelle, les personnes qui maîtrisent cette compétence ne sont pas celles qui racontent toujours des blagues, mais celles qui savent quand briser la rigidité d'un moment avec une réponse qui, sans être offensante, coupe le fil de la provocation. Si quelqu'un fait un commentaire dans l'intention de te déranger et que tu réponds par une plaisanterie légère mais astucieuse, tu accomplis deux choses. Premièrement, tu évites de réagir avec colère. Deuxièmement, tu montres clairement que tu n'es pas une cible facile. Cette capacité à transformer l'attaque en un moment qui ne t'affecte pas est un signe de force que beaucoup ne savent pas gérer. Le stoïcisme enseigne que le contrôle de soi est le plus grand pouvoir que l'on puisse avoir. Sénèque affirmait que la réaction immédiate est le terrain du faible, tandis que celui qui garde son calme démontre sa maîtrise de l'esprit. L'humour, lorsqu'il naît de la sérénité et non de la moquerie cruelle, est une preuve que tu as cette maîtrise. Cela signifie que même si la situation est tendue, tu décides comment tu la reçois et comment tu la renvoies. Pour utiliser l'humour comme une arme de contrôle émotionnel, tu dois d'abord apprendre à lire le moment. Toutes les situations ne sont pas propices à une réponse légère. Il y a des moments où une blague peut désamorcer la tension, et d'autres où elle peut sembler irrespectueuse. La clé est de sentir le pouls de l'atmosphère et de savoir quand cette touche d'humour sera un détour stratégique et quand elle serait une erreur. Un exemple au travail. Un collègue fait un commentaire sarcastique sur ton rendement devant les autres. Au lieu de te lancer dans une défense intense, tu pourrais répondre avec un sourire et dire « Je suis ravi que tu remarques mon style unique de travail. » Ce n'est pas de la soumission, c'est montrer que cela ne t'affecte pas et que tu ne vas pas lui donner le conflit qu'il cherche. Personnellement, si quelqu'un essaie de te provoquer avec un surnom ou une critique légère, tu peux le renvoyer avec un commentaire ironique qui change le ton de la conversation sans escalader l'affrontement. Le secret est que l'humour doit venir du calme, pas de la colère déguisée. Si tu l'utilises pour humilier, tu entres dans le même jeu que l'autre et tu perds l'avantage. Mais si tu l'utilises pour montrer que ton équilibre est intact, le message est clair. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Et cela, pour quelqu'un qui cherchait à te voir perturbé, est beaucoup plus frustrant que n'importe quelle contre-attaque. Avec le temps, l'humour devient une partie de ta présence. Les gens apprennent qu'avec toi, il est inutile de chercher un conflit parce que tu ne réagis pas comme ils s'y attendent. Ils découvrent que, même si tu leur lances des commentaires tranchants, tu les transformes en quelque chose qui ne te blesse pas et qui, parfois, leur arrache même un sourire. Utiliser l'humour comme une arme de contrôle émotionnel ne signifie pas que tu ne prends pas les choses au sérieux. Cela signifie que tu les prends avec suffisamment de sérieux pour ne pas permettre qu'elles te détruisent. C'est choisir de rire au milieu de la tempête, non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que tu sais que celui qui garde son calme a toujours le dernier mot. 7. Terminer les interactions sans bruit et avec autorité. Terminer une interaction est comme éteindre un interrupteur dans une pièce que vous n'avez plus besoin d'éclairer.
Vous ne faites pas de scandale, vous n'annoncez pas que vous allez le faire, vous l'éteignez simplement et vous partez. Cette action si simple est l'un des signes les plus clairs que vous contrôlez votre temps, votre énergie et votre attention. Lorsque vous savez comment terminer un échange sans bruit, vous projetez de l'autorité et envoyez un message silencieux mais puissant. On ne joue pas avec vous à l'épuisement. Dans la vie réelle, la plupart des discussions se prolongent bien plus longtemps que nécessaire, parce que les deux parties veulent avoir le dernier mot. Ce besoin vient de l'ego, pas de la raison. Et quand l'ego domine, le calme disparaît et le respect se perd. Terminer une interaction à temps est un acte d'intelligence stratégique, car cela signifie que vous avez évalué la situation et décidé qu'elle ne mérite plus d'investissement de votre part. Ce n'est pas fuir, c'est vous retirer avec dignité avant que l'échange ne se transforme en une bataille inutile. Le stoïcisme enseigne que l'on doit protéger sa paix comme on protège ses biens les plus précieux. Marc Aurèle écrivait que la vie est trop courte pour la gaspiller sur ce qui ne construit pas. Chaque minute que vous consacrez à une conversation vide ou à un conflit qui ne mène à rien est une minute que vous pourriez investir dans quelque chose qui vous apporte vraiment. Apprendre à fermer avec autorité est donc une forme de respect pour soi-même. Pour bien le faire, vous avez besoin de 3 choses: clarté, fermeté et cohérence. Clarté pour savoir quand l'échange n'a plus rien à offrir. Fermeté pour ne pas céder aux tentatives de le prolonger. Cohérence pour que votre langage corporel et votre voix soutiennent votre décision. Il ne s'agit pas de lâcher des phrases agressives, mais d'utiliser des mots simples et finaux comme « je n'ai rien de plus à ajouter » ou « nous pouvons en rester là ». Dit calmement et avec une posture sûre, il est impossible que le message ne soit pas compris. Dans l'environnement de travail, cette compétence est vitale. Si une réunion devient un cycle improductif, clôturer le sujet avec un résumé bref et une proposition d'action concrète évite des heures d'épuisement. Dans votre vie personnelle, lorsqu'une discussion avec un membre de la famille ou un ami n'avance plus, vous retirer avec une phrase claire et un changement de sujet peut éviter que la relation ne soit endommagée par un moment de tension inutile. Même sur les réseaux sociaux, où les discussions ont tendance à devenir interminables, savoir quand arrêter de répondre est un signe de contrôle que beaucoup ne parviennent pas à atteindre. L'erreur la plus courante lors de la clôture est de vouloir expliquer trop pourquoi. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez de matière à l'autre pour continuer à vous accrocher. La clôture propre n'a pas besoin d'ornement. On la dit, on la maintient et on l'exécute. Si vous cédez après avoir marqué une clôture, vous perdez de l'autorité et renforcez l'idée que votre parole n'est pas définitive. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, les gens apprennent qu'avec vous, il n'y a pas de place pour des interactions interminables. Ils commencent à mesurer comment et quand ils s'approchent, parce qu'ils savent que vous ne leur donnerez pas plus de temps que nécessaire s'il n'y a pas de bénéfice mutuel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'efficacité émotionnelle. Terminer les interactions sans bruit et avec autorité est comme baisser le rideau à la fin d'une pièce. Le public comprend que l'acte est terminé, non pas parce que vous le criez, mais parce que le message est clair, le moment a rempli sa fonction. Et lorsque vous apprenez à le faire, vous ne protégez pas seulement votre paix, mais vous augmentez votre respect, car vous démontrez que votre énergie est une ressource que vous gérez avec précision et que tout le monde ne peut pas dépenser. 8. Fais de ta présence un aimant de respect. Avoir une présence qui impose le respect est comme porter un champ magnétique invisible. On ne le voit pas, mais tout le monde le ressent quand on s'approche. Tu n'as pas besoin d'élever la voix ou de revendiquer l'autorité, car ta seule façon d'être dans un lieu envoie un message clair. Tu sais qui tu es, et tu n'as pas besoin de validation pour te soutenir. Cette force silencieuse ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se forge avec cohérence, maîtrise de soi et un profond respect pour toi-même. Dans la vie réelle, les gens ne répondent pas au bruit, ils répondent à la constance. Tu peux parler fort, faire des discours et forcer ton image, mais si tes actions ne soutiennent pas tes paroles, l'effet s'estompe.
La présence qui attire le respect est celle où chaque geste, chaque mot et chaque silence sont cohérents. C'est entrer dans un lieu et que les gens perçoivent que tu n'es pas là pour plaire ou pour concourir, mais pour apporter de la valeur et garder ton espace intact. Le stoïcisme enseigne que le respect externe naît du respect interne. Marc Aurèle comprenait qu'un esprit ordonné projette de l'autorité même sans intention. Quand tu as la paix intérieure et une maîtrise claire de tes émotions, ton langage corporel change. La posture se redresse, le regard est ferme, les mouvements sont calmes et mesurés. Ce calme transmet qu'il n'y a pas besoin d'impressionner, et c'est justement pour cela qu'il impacte. Construire cette présence implique de prendre soin de détails qui pour d'autres passent inaperçus. La façon dont tu salues, comment tu écoutes les autres, ton ton de voix, ta ponctualité, la façon dont tu affrontes un problème. Chaque action est une pièce qui ajoute ou soustrait à l'image que tu projettes. Quand ces pièces s'alignent, ta seule présence devient une déclaration silencieuse de force. Au travail, cette présence fait que tes opinions sont écoutées même si tu ne parles pas souvent. Sur le plan personnel, elle éloigne ceux qui cherchent à profiter et attire ceux qui apprécient l'authenticité. Les gens se comportent différemment avec toi parce qu'ils perçoivent qu'avec toi, on ne joue pas et on ne négocie pas les principes. Le respect qui naît de ta présence ne s'impose pas avec agressivité, mais avec constance. Il se gagne quand tu fais ce que tu dis, quand tu gardes ton calme face à la provocation, quand tu agis avec un but et non par impulsion. Il ne s'agit pas que tout le monde t'aime, mais que tout le monde te prenne en compte et reconnaisse qu'avec toi, il y a un standard qui ne se brise pas. Quand tu atteins ce niveau, il n'est plus nécessaire de dire que tu mérites le respect, parce que ta façon de vivre le rend clair. Chaque interaction avec toi laisse une empreinte, celle de quelqu'un qui ne se vend pas, qui ne se plie pas et qui ne cherche pas l'approbation. C'est le point où tout ce que tu as appris se réunit. Le silence stratégique, la réponse digne, les questions intelligentes, les limites fermes, la projection de valeur, l'humour contrôlé, la clôture avec autorité. Tout converge pour que ta seule présence parle pour toi. Et voici la vérité finale. Le respect ne se demande pas, il se provoque. La paix intérieure ne se donne pas, elle se défend. Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est du contrôle absolu. Si tu appliques ces leçons, tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ta seule façon d'être dans le monde sera suffisante pour que personne n'ose franchir tes limites. Et pour que tout le monde comprenne qu'avec toi, le respect n'est pas une option. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la